Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Hakinao. Cette semaine, nous parlerons du sommet du G5 Sahel tenu à N'Djamena les 15 et 16 février dernier, le comité de suivi de l'accord d'Alger, tenu le jeudi 11 février dernier à Kidal depuis plusieurs mois, et la grève des transporteurs routiers. Pour en débattre, nous avons trois invités. Abdoulaye Guindo, coordinateur de la plateforme Dembélé, Diakité Lai Junior, communicant, et Massiré Diop, journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, depuis plusieurs mois déjà, le comité de suivi de l'accord ne s'était pas tenu. Et pour la première fois, ce comité s'est tenu à Kidal le jeudi dernier. Massiré Diop, vous avez assisté à ce comité-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Effectivement, c'est la première fois que le CSA se tient hors de Bamako. Depuis ça, c'était deux sessions du CSA qui étaient jumelées. Il y avait d'abord la cinquième session de haut niveau du CSA, qui est surtout à un niveau rang ministériel. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, comme ce pays est le chef de file de la médiation internationale, c'est lui qui préside généralement cette session, qui était jumelée aussi avec la 42e session du ordinaire du CSA. Et ça, c'est uniquement les autres participants, pas nécessairement au rang ministériel. Donc, c'est la première fois que ça se tient à Bamako. Et c'était hors de Bamako, à Kidal plus précisément. Et en réalité, c'était un vœu que les gens avaient formulé depuis, de vouloir un peu les sessions être délocalisées pour que les Maliens puissent un peu comprendre de quoi il s'agit, de quoi on discute, et que ce sujet ne concerne pas qu'une partie du pays. Que c'est un accord qu'on appelle accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Il y a sous Thierry Dramé, on avait tenté de tenir la 38e session, mais pour des raisons qui restent jusqu'ici encore non clarifiées ou non décidées, ça n'a pas pu avoir lieu. Et maintenant, c'était un signal fort en tout cas que cette session puisse avoir lieu, et peut-être qu'on va rentrer un peu dans les discussions, mais en tout cas les résolutions étaient assez fortes. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est l'application. Alors, Abdoulaye Guindo, en tant que citoyen, quel a été votre sentiment lorsque vous avez vu le drapeau malien flotter à Kidal, qui, on le sait, est entre les mains de groupes armés? Bon, comme tous les Maliens, le sentiment était mitigé parce que déjà, le drapeau malien flotte souvent à Kidal à certaines occasions après le drapeau disparaît. Et lors de ce comité, les Maliens ont applaudi le fait que le drapeau malien flotte à Kidal et qu'on n'ait pas vu le drapeau de l'Azawad. Mais il y avait derrière cette joie aussi cette inquiétude de voir le drapeau disparaître après. Et cette inquiétude s'est révélée parce que 2 jours après, on avait une vidéo circulée, une vidéo dans laquelle des jeunes sont allés descendre le drapeau malien. Mais après, on nous a dit encore que non, c'était une incompréhension. Ces jeunes ont été rappelés, alors le drapeau a été remis. Donc, que le comité se tienne à Kidal, c'est comme Massiré l'a dit, ça permet de comprendre que ce n'est pas seulement une question de Bamako. Et après Kidal, il faut continuer à envoyer le signal fort en délocalisant dans une autre localité pour ne pas donner l'impression que c'est parce que Kidal est privilégié que nous sommes allés à Kidal. Peut-être la prochaine session peut se tenir à Gao, à Tombouctou et pourquoi pas à Sikasso. Parce que c'est un accord pour la paix et la réconciliation de tous les Maliens. Alors, Diakité Lai, qu'est-ce que vous pensez justement de cet accord de paix et de sécurité pour le retour de la stabilité sur le plan national? Il faut apprécier cette démarche, premièrement. Deuxièmement, il faut que ça soit désormais quelque chose qui ne sert pas uniquement aussi à Kidal, comme il a dit tout à l'heure. Je pense que la région nord du Mali, il n'y a pas que Kidal. Il y a Gao, il y a Tombouctou, ainsi de suite. Ça peut, la prochaine fois, ça peut être à Gao, ça peut se retrouver à Tombouctou, ainsi de suite. Et surtout, il faut ce brassage, que les populations des régions nord se retrouvent au sud, que ce soit Caille ou autre région, pour discuter. Sinon, pour moi, il faut saluer cette démarche. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Massiré, quels ont été les grands axes de discussion autour de ce comité-là? Ok. Premièrement, je pense qu'il est nécessaire aussi de faire une petite précision, ou bien en même temps aussi, ça serait une confidence. Vous savez, le chef de la MINUSMA,
tchadien Mohamed Saleh Nazif est sur le départ. Tout à fait. Je pense que d'ici mars ou avril, ça devrait être précisé. Comme véritablement son dernier CSA, c'est des discussions, c'est des échanges que j'ai entendus comme ça. Il souhaiterait vraiment le faire soit à Sikasso, à Kay, ou bien à Ségou, ou à Koulikoro. Pour vraiment donner un signal fort, pour montrer que Kidal n'est pas privilégié, pour montrer qu'effectivement ça s'est tenu à Kidal pour des raisons assez particulières. On dit que la première fois même que c'est le gouvernement qui avait voulu, depuis la 38e session, vraiment tenir les travaux du CSA à Kidal. Donc le fait que ça se tienne dans une autre région du Mali qui n'est pas très concernée par cette rébellion, ça aussi c'est un signal assez fort. Et aussi il faudrait préciser une deuxième chose, c'est-à-dire que j'entends souvent des propos comme l'accord n'a pas permis de ramener la paix, ou l'accord, ainsi de suite. Je veux dire qu'il faut prendre le sujet dans son contexte, parce que le Mali a été confronté à une multitude de crises. Et là, l'accord, ça concerne un aspect des nombreuses crises, la crise multidimensionnelle dont on dit. L'accord, c'est surtout par rapport à la rébellion. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer une chose, c'est que depuis la signature, il n'y a pas quasiment de belligérance entre l'État et les groupes armés. Même si on peut, par exemple, soupçonner le fait qu'ils travaillent avec d'autres forces du mal et obscures et tout ça. Tout ça aussi, ce sont des choses qui méritent d'être élucidées. Mais en tout état de cause, c'est qu'il y a lieu de préciser, c'est que depuis la signature de cet accord, le cessez-le-feu tiens, le cessez-le-feu tient. Je rappelle que l'accord il a été signé en 2015, en mai-juin 2015. Tout à fait, voilà, c'est ça. Bon, maintenant par rapport aux grandes annonces, en tout cas sorties de cette 11e session, je veux dire que véritablement c'est encourageant. C'est encourageant parce que pour la première fois, on a eu l'évaluation, on a fait une sorte d'évaluation, le bilan de 6 ans de la mise en œuvre, et on a vu qu'il y avait le processus DDR qui est en train de s'achever. On a également vu, parce que l'accord c'est en 4 volets. Il y a le volet politico-institutionnel, le volet défense-sécurité, le volet justice et réconciliation, et 4e volet c'est le développement. Et dans tous ces volets que vous prenez, il y a déjà un acte qui a été posé. Par exemple, le volet politico-institutionnel, nous avons l'opérationnalisation de certaines régions du Nord, de certaines localités. Nous avons également une série de textes qui est en cours d'adoption par le Conseil national pour être greffé à la Constitution. Le volet politico-militaire également, le volet défense et sécurité, on a le DDR, on a beaucoup de choses qui ont été mixtes. Voilà, beaucoup des patrouilles mixtes, la formation de l'armée reconstituée. Le volet développement, il y a ce qu'ils appellent le FTD. Le FTD, c'est le Fonds de développement durable, et c'est pour un peu faire en sorte que les régions du Nord arrivent à un niveau de développement qui est quasiment égal à tout le reste. Ça encore, il y a des projets qui ont été soumis et les financements sont déjà disponibles. Là, ils sont surtout au niveau de la sélection des projets. 4e volet réconciliation, là aussi, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Parce qu'il y a eu déjà la CVJR qui a tenu 2 audiences publiques. Il y a également la commission d'enquête internationale qui a bouclé ses travaux et qui se prépare à publier son rapport. Déjà, on a eu quelques bouts de cela, et je veux dire que le chemin suit son cours. Voilà. Alors, est-ce que vous estimez que l'application de l'accord, il se poursuit, d'autant plus que le gouvernement de transition, on constate qu'il y a un ancien membre de la CMA, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, et également lors de la constitution du Conseil national de transition, je pense qu'il y a un quota qui avait été donné au groupe armé. Oui, et depuis sa signature en 2015, l'accord, bien qu'il y a des tâtonnements, l'accord est en train d'être mis en œuvre, et tous les jours,
soit un acte est posé pour avancer, soit un acte est posé pour reculer, tout comme fait toutes les parties disent se reconnaître dans l'accord. Et la transition a peut-être reçu quelque chose que les autres gouvernements n'ont pas reçu. Le fait d'envoyer un représentant des groupes armés dans le gouvernement et qui entre guillemets sur les réseaux sociaux est qualifié du meilleur ministre. Je ne sais pas si c'est une communication politique, c'est stratégique, mais le fait que pour la première fois un membre de la CIMA se retrouve dans le gouvernement, c'est déjà une avancée. Et je l'ai même dit, le gouvernement malien pose tous les jours des actes pour faire avancer l'accord. Et même à Bamako, quand les jeunes tiennent des propos un peu belliqueux, ils sont rappelés à l'ordre. Aussi, il faut de l'autre côté aussi qu'ils fassent des efforts pour pouvoir montrer qu'ils sont pour l'application de l'accord et la tenue du comité. Après plusieurs reports, parce que ce n'était pas maintenant qu'on devait aller à Kidal. Ça avait été annoncé plusieurs fois, aussi c'était un signal fort. Donc l'accord est en train d'être mis en œuvre, ça suit son petit chemin, c'est lent. Et il est facile de détruire que de construire, comme on le dit. Il est facile de faire la guerre, mais la paix se construit un peu dans la durée. Donc on demande aux gens d'être patients, mais surtout, pour aller vite, il faut que tous les acteurs soient de bonne foi. Ça, c'est le premier principe pour aller à une paix durable. Il faut que tous les acteurs soient de bonne foi. Voilà. On peut interagir. Oui, bien sûr, Bon, il y a un aspect qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est que ce n'est pas la première fois aussi qu'on a des ex-rebelles qui sont, ou bien des membres issus des groupes armés qui sont dans le gouvernement. On a eu déjà le cas de Nina Wallet Intalu, on a eu le cas de Sambel Banadialo, on a eu aussi des proches comme l'ancien ministre de la Réconciliation. Zabi. Non, pas Zabi. Il y a eu un peu ce genre de cas. Et bon, malheureusement, il y a toujours les retards. Je veux dire que souvent, ce n'est pas. Bon, les gens, nous, on peut les interpréter comme ça, comme étant de la mauvaise foi de X ou Y, mais souvent aussi, l'accord, il ne faut pas le détacher de son contexte. L'accord évolue dans un environnement qui s'appelle le Mali. Et vous n'êtes pas sans savoir les crises qui ont secoué le pays. Les crises d'avril du M5 RFP qui ont débouché sur le coup d'État, et durant toute cette période, il était impossible de mettre en œuvre l'accord. Parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'interlocuteur. Deuxième chose, le coronavirus. Et ça a fait que beaucoup de décisions visant à accélérer l'accord ont été, comment on appelle ça, ont été bloquées. Et c'est des choses qui sont des contextes qui sont un peu, ça fait partie de la conjoncture, donc on ne peut pas les écarter aussi. Voilà, c'est des choses que nous ne contrôlons pas. Malheureusement, les crises politico-institutionnelles, ça joue sur l'accord, parce que le comité de suivi, encore une fois, c'est les membres du gouvernement, qui sont, surtout le ministre de la Réconciliation, qui sont invités à présider, à prendre la parole et à prendre des décisions qui engagent le gouvernement. Le contexte sanitaire mondial, ça, c'est le monde entier. Le monde entier, ce n'est pas le Mali seulement qui a été affecté par ça. Beaucoup de choses, des sommets, des rencontres, des décisions, tout cela. Ça a chamboulé un peu. Voilà, l'agenda. Donc, ça aussi, c'est assez important à souligner. D'accord. Y a-t-il une réaction Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut saluer cette démarche, mais un accord. La mise en œuvre d'un accord, c'est pas aussi facile que ça. Comme l'a dit tout à l'heure Massiré, le Mali a affronté pas mal de choses à la fois. D'un mal, on est parti à l'autre, et ainsi de suite. Je pense que c'est toute une diplomatie qui travaille autour de cet accord. Et s'il y a quand même quelque chose qui peut ralentir la chose, nous parlons bien évidemment de la crise sanitaire et pas mal de choses, ça sera très très difficile que les choses puissent bouger. Mais il y a une chose que je voulais aussi que l'on sache, il faut... Peut-être que si les histoires autour de cet accord font énormément de bruit, autant au sud qu'ailleurs, c'est aussi une question d'information, de communication, je dois dire. Parce que c'est vrai, tout a été bien fait. Il y a beaucoup de choses que Massiré a expliqué tout à l'heure, que au moins 50 ou même 70% de nos frères et sœurs ne le savent pas. Donc les gens se posent toujours la question, mais cet accord-là est basé sur quoi? C'est quoi? Finalement, on ne veut pas. Donc, il faut une meilleure stratégie. Exactement. Comme on a dit tout à l'heure lors du premier tour de la table, c'est que
le fait de délocaliser les réunions autour de cet accord permettra aux uns aux autres aussi de comprendre la chose. Parce que quand ça va quitter tout à l'heure à Kidal et que ça viendra à Sikasso, forcément, il y a des journalistes, des médias à Sikasso qui vont permettre quand même à la population de Sikasso de divulguer l'information et les Sikassois seront de quoi. Donc je pense qu'il y a aussi cette petite chose autour de la chose, mais sinon si on arrive à mettre tout ceci en œuvre, ben, les Maliens comprendront et que ça va très vite partir. Et le succès aussi de ce projet va dépendre de la bonne volonté de tout un chacun. Il faudra que tous les Maliens s'y mettent ensemble pour comprendre. Et cela ne peut pas aussi aller sans cette communication. Il faut que vraiment les différents protagonistes arrivent à travailler autour de ça et qu'on essaye de divulguer l'information, de rendre ça un peu plus accessible pour que les gens puissent comprendre. Sinon, en réalité, il faut ça. Il faut ça pour qu'on vraiment puisse se passer de tout ceci. Et en 30 minutes avant de passer, comme ce qu'il a dit, par exemple, comparé à ce que Massiré a dit, depuis la signature de l'accord entre les rebelles et l'État malien, il n'y a pas eu d'affrontement entre les rebelles et l'armée malienne. Mais de la signature de l'accord aujourd'hui, le Mali a perdu plus de militaires qu'avant l'accord. Les populations ne font pas la différence. Ils pensent que c'est l'accord qui a apporté ce malheur. Donc ils pensent que l'accord n'a pas apporté de paix parce que ça a apporté plus de morts. Mais les populations ne comprennent pas que non, c'est les groupes terroristes au fait qu'ils s'attaquent à l'armée et non. Donc il faut accentuer la communication, expliquer toute cette différence-là aux populations. Voilà. Le contenu est vaste, et c'est très riche. Mais bon, c'est seulement les intellectuels qui arrivent à comprendre. Et vous connaissez bien le taux d'analphabétisme. Et si les gens ne comprennent pas sincèrement, on va toujours dire que cet accord ne nous sert absolument à rien. Donc je pense que déjà la délocalisation que nous avons dit, il faut le dire, si nous l'attend, il faut qu'il le fasse. C'est très important. Alors maintenant, nous allons parler du sommet du G5 Sahel, tenu les 15 et 16 février dernier à N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Il a été question éventuellement du retrait ou non de la force française Barkhane. Finalement, les troupes ne vont pas se retirer complètement, mais au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous pensez en gros de ce sommet-là? Bien, merci. Ce sommet, selon les chefs d'État, avait pour objectif d'évaluer celui de Pau, pour savoir est-ce que les recommandations de Pau, où est-ce qu'on était dans leur mise en œuvre, qu'est-ce qui restait à faire, et ensuite aller sur de nouvelles bases. Aussi la question du retrait des forces françaises du Sahel. Donc au cours de ce sommet, les chefs d'État ont évalué le parcours après le sommet de Pau. Ils ont retenu avec satisfaction qu'on a assisté à la montée en puissance des forces armées nationales soutenues par la force française. Ils ont aussi salué la neutralisation de certains leaders terroristes. Et ils ont aussi mis l'accent sur le côté développement et aussi la communication, parce que les populations, comme on l'a dit, la communication pêche aussi au niveau du G5 Sahel. On pense que c'est seulement militaire, mais il y a un aspect développement qu'il faut aussi mettre l'accent sur l'aspect développement. Et les chefs d'État ont été appelés à clarifier leur position par rapport à la présence de l'armée française au Sahel. Voilà, la force Takuba qui monte en puissance. Il est ressorti que la force va rester à accompagner les armées nationales à pouvoir se former, s'équiper et ensuite prendre le relais après. Donc, entre autres, voici ce qui est sorti du sommet. Entre guillemets, les chefs d'État sont satisfaits des résultats obtenus du sommet de Pau jusqu'au sommet de N'Djamena. Voilà. Les chefs d'État, eux, sont satisfaits. Mais est-ce que la population en général au Sahel et également la population, les citoyens français, beaucoup qui ont manifesté l'intérêt du retrait de la France du Mali, du Sahel de façon générale? Je pense que ce sommet était pour moi ces 3 points. Le premier point, c'était déjà les enjeux. Alors, il fallait d'abord comprendre quelque chose. Aujourd'hui, ce que les pays du Sahel sont en train de subir, qui est d'abord les attaques sans cesse, et surtout cette population des pays du Sahel qui souffrent énormément, il fallait en parler. Alors, si on en parle, qu'est-ce qu'il faut faire?
Et si réellement les chefs d'État devraient pas s'en réjouir de la décision du président Macron, je pense que ça va être catastrophique. Parce que les pays du Sahel, avec d'abord G5 Sahel qui jusqu'à présent n'est pas structuré, je peux dire ça comme ça, n'est pas jusqu'à présent structuré. Parce que, bon, c'est vrai, il y a un peu de résultats, mais pas totalement. Ça, c'est un. De deux, deuxième point, c'est de parler de ces forces spéciales, Takuba et autres, qui viendront peut-être des jours à venir s'ajouter à celles qui sont déjà là pour, n'est-ce pas, combattre les terroristes. Alors, est-ce que la population est contente du sommet? Je n'en saurais répondre. De toute façon, c'est une réunion qui s'est passée entre les patrons. Pour les Français, il ne fallait pas. Il fallait pas. Je pense que Macron, il a été irresponsable. Il n'a pas prêté beaucoup attention à tout ce que ses compatriotes ont dit. Il a tout de suite visé l'intérêt de la France. Et si réellement la France devrait accepter la pression qui était sur lui au niveau de Paris pour qu'il puisse abandonner à tout, je pense que ça va être l'échec total. Parce que sachant bien que G5 Sahel manque encore de certains appuis, ces appuis ne pourront être que si la France n'est pas là derrière. Même si les autres, bien sûr que les autres sont annoncés, ils viendront, mais il faut que la France qui a déjà posé les jalons reste là pour accompagner. Est-ce que nos armées sont prêtes à agir sur le théâtre d'opération? G5 Sahel, il y a trop de controverses, il y a trop de choses autour de G5 Sahel. Mais les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le G5 Sahel n'a pas été mis en place pour d'abord et avant tout lutter contre le terrorisme. En 2014, lorsque cette structure avait été mise en place, c'est surtout pour essayer un peu, parce que vous savez les Blancs comment ils font. Ils ont déjà le plan Afrique, le plan Sahel dans la tête et c'est eux-mêmes qui viennent l'appliquer. Et très souvent, ils s'en foutent, bon, passez-moi l'expression, exactement. Donc ils ne vérifient pas tout cela. Et maintenant, les chefs d'État me disent non, pourquoi est-ce que c'est eux-mêmes qui doivent venir? L'Italie a son envoyé spécial pour le Sahel, la France a la même chose, l'Allemagne a la même chose, les États-Unis ont la même chose. Pourquoi nous-mêmes, nous n'essayons pas entre nous de nous organiser, que ces financements-là qui viennent pour le Sahel, nous aussi qu'on ait notre mot à dire dans ça. C'est d'abord une prise de conscience pour ce qui est en train de se faire. Maintenant, le problème de la lutte contre le terrorisme, il est venu bien après. Et si vous vous rappelez, l'attaque de Radisson Blu, c'était à ce moment, ils étaient en sommet, si je me souviens sont bons, soit à N'Djamena, soit à Niamey. Ils étaient en sommet lorsque même ce sommet a dû être écourté et que les gens sont rentrés à cause de l'attaque. C'est depuis lors que l'idée de la création de la force conjointe est venue. Ensuite, il y a eu l'élection de Macron qui a un peu donné des coups de fouet pour que les gens passent vite à ça. Et la décision concrète est venue de février 2017. Parce qu'ils se sont dit qu'on ne peut pas évoluer dans ça. D'abord, le développement, il est important. D'abord, la stabilité, elle est aussi importante. Mais qu'on se dise la vérité. Les gens que nous avons en face, eux, c'est des gens qui n'ont pas de frontières, qui n'ont pas de nationalité. Donc, c'est d'abord ça. Et moi, je me réjouis quand même d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le G5 Sahel est en train de prendre une autre dimension en peu de temps. Parce que voir un sommet où tu as déjà l'Algérie et le Maroc qui sont présents. Un sommet où tu vas voir la CEDEAO et l'UEMOA qui sont aussi présentes. Un sommet où tu vas voir l'Union africaine et l'Union européenne qui vont venir. Et chacun se guette. Tel va donner, comme un peu ce qu'on fait aux enchères. Tel va donner 100 francs, l'autre va dire 200 francs. Et donc je vois que l'intérêt autour du G5 est en train de grandir. Maintenant, à nous d'être beaucoup plus responsables. À nous de savoir que le volet militaire, le tout sécuritaire, c'est vrai qu'à un moment donné c'est important, mais l'avenir, c'est surtout en investissant dans les zones délaissées. Peut-être Moussa Traoré, mais sinon Modibo a voulu toujours que un administrateur de Kidal se retrouve à Kaï. Et je pense bien, selon l'histoire et ce que nous avons appris, c'était un peu ça. Alors ce que je voulais aussi ajouter, je pense que
nos autorités doivent en tout cas travailler sur cet aspect de G5 Sahel, parce que les populations se posent la question aujourd'hui, ben, écoute, quel est le rôle de G5 Sahel, de la force Takuba, bon voilà, peut-être Takuba qui viendra juste s'ajouter à Barkhane, parce que pratiquement les missions sont les mêmes. presque la même chose. Hein? Abdoulaye Guindo, donc pour revenir un peu sur ce qu'il vient de dire, l'aspect développement et l'aspect sécuritaire se rejoignent quelque part, surtout lorsqu'on voit un peu les conflits intercommunautaires entre certaines communautés, Peul, Dogon, Bambara, Dozo et tout. Comment est-ce que vous percevez justement l'approche déjà de l'armée, l'approche de ces populations? Est-ce que ces populations se sentent réellement en sécurité quand on sait un peu ce qui se passe dans ces zones? Comme Massiré l'a dit, la nature horreur du vide. Les populations aujourd'hui ont besoin du redéploiement de l'administration, mais les contextes diffèrent en fonction des localités. Quel type d'administration aujourd'hui les populations veulent revoir? Ce n'est pas par exemple ces militaires qui commettent les exactions, ce n'est pas ce préfet ou ce magistrat qui injustement a mis des gens en prison et qui a après donné lieu au conflit. Donc l'aspect développement est important parce que quoi qu'on mette la sécurité, il faut envoyer le développement. Et le premier pas vers le développement, c'est d'avoir la présence du représentant de l'État qui peut dissuader les populations à poser certains actes. Maintenant, comme c'est regrettable. J'ai par exemple vu un communiqué d'un directeur d'académie qui donne un délai voilà, aux enseignants de rejoindre leur poste dans une localité où le D4 même a déserté, où le D, par exemple, je prends Farako, qui est une localité à Ségou derrière le fleuve. Le préfet a été enlevé il y a 6 mois. Depuis son enlèvement, le D4 et toute son équipe sont délocalisés à Ségou. Est-ce qu'on peut exiger à l'enseignant d'aller à Ségou? Donc il faut que la mission revienne. Et c'est quelque chose d'important. Il faut que les Maliens acceptent d'être déployés. Mais est-ce que quelque part aussi, le fait que tout soit centralisé à Bamako? Oui, mais vous le savez, l'argent n'aime pas le bruit. Voilà, il y a ça. L'argent n'aime pas le bruit. Et l'argent ne viendrait pas comme ça tant que les gens n'y sont pas. Ça, il faut le comprendre. Voilà, Bamako en 97 aujourd'hui, c'est différent. C'est parce que les gens ont accepté de venir s'investir. Il faudra d'abord que les gens acceptent d'aller, comme il a dit tout à l'heure, Guido, il faut que les gens acceptent d'abord, il faut que, c'est pas, bon, vous savez, on est au Mali, chacun a son centre d'intérêt. C'est pas forcément quelqu'un qui quitte ailleurs, qui est venu à Bamako, qui dit tout à l'heure qu'il faudra que je m'installe à Bamako parce que c'est à Bamako que je peux évoluer. Pourtant, tu peux aller à Ségou, tu peux développer ton business. Je pense qu'il y a tellement de business. Voilà. Le terrain est vierge. Exactement. C'est pas comme les gens ne veulent pas aller dans les régions nord du Mali. Il a dit tout à l'heure, moi en 2015, je travaillais encore pour une chaîne panafricaine de la place. En 2015, quand je partais, on était parti pour une semaine d'émission, une semaine pour organiser une journée culturelle à Tombouctou. Mais ça, c'était à Tombouctou, c'était pas à Kidal. Ben, écoutez, avant de partir, mais nos parents nous ont beaucoup parlé. Et en une semaine, je voyais des chefs de famille qui étaient parmi nous, 2 femmes qu'on nous appelait. Ça va? Est-ce qu'il n'y a pas de mine? Est-ce qu'il n'y a pas de ceci? Voilà. Donc il y a une certaine psychose qui oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est une peur. Voilà, maintenant, moi je pense que, on l'a dit tout à l'heure, il faudra que les autorités travaillent d'abord, qu'on essaye de bannir cette peur-là d'abord. Et toutefois, si on met dans la tête que quelqu'un qui est à, je ne sais pas, Kolokani, souhaiterait aller s'investir à Kidal, il faudra qu'il soit rassuré d'abord qu'en empruntant le chemin pour aller là-bas, que rien ne lui arrive. Moi, ce que je voulais préciser, c'est que il est important aussi que le signal soit donné par les autorités. C'est vrai que les citoyens ont beau s'investir, mais tant qu'en face, il n'y a pas une administration aussi qui est prête un peu à s'assumer, parce que, imaginez-vous, pour avoir le minimum, le strict minimum, un document administratif et autres, que l'on soit obligé de nous déplacer jusqu'à Bamako, ça ne règle pas le problème. Donc il faut véritablement des services qui sont décentralisés et aller vers ça. C'est-à-dire que les gens localement, qu'ils aient déjà un minimum qui puisse leur permettre de fonctionner sans problème. Alors nous acheminons vers la fin de ce débat. Nous allons le clore avec la grève des transporteurs routiers. C'était le lundi dernier, Abdoulaye Guindo.
Souvent, il y a certaines choses qu'on peut éviter lorsqu'on communique mieux, quoi. Je pensais que cette grève, on pouvait l'éviter si en amont, on avait rassemblé les transporteurs, parlé avec eux, on a l'impression de prendre telle décision, mais on vous associe à la prise de décision. Peut-être que les transporteurs l'acceptent, mais en disant, attendez-nous 1-2 mois. Il y a des choses qu'on peut éviter. Quand on communique, on se parle. Je pense qu'on pouvait éviter cette grève. La preuve, ils ont parlé le jour de la grève et ça s'est décanté, voilà. Alors, en fait, le Mali est confronté à un sérieux problème. Hein. C'est le problème de la communication. Et il faut vraiment souligner. Mais bon, on essaye d'améliorer la situation. Alors, cette grève, les gens m'ont beaucoup posé la question. Je leur ai dit, mais bon, les transporteurs ont beau faire d'aller, mais la situation ne pourra pas. Ça ne pourra pas, parce que vous comprenez que cette décision est partie d'un accord qui a été élaboré par l'ensemble des pays membres de l'UEMOA, ce qu'on appelle généralement le règlement 14. Ça fait des années. Et je pense qu'en 2019 même, il y a eu à peu près 2 ou 3 rencontres sur le même sujet. Il y a une rencontre qui a eu au Burkina, mais moi j'étais à Sikasso, là où l'organisation des transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest était. J'étais là pour suivre un peu tout ce qui s'est dit là-bas. Il y a eu vraiment une communication, voilà, pour parler sur l'histoire. En fait, il y a un certain moment, il fallait que le Mali aussi commence à appliquer. Sinon, les autres pays membres de l'UEMOA qui ont accepté de signer cet accord ont mis à l'application le règlement 14 chez eux. Pas plus tard. Il consiste en quoi ce règlement 14 justement? Alors, le règlement 14, ce n'est d'autre que le respect et les consignes qui sont données pour le respect, disons, des critères qui ressortent de cet accord qui sont le respect, je me répète beaucoup trop sur la même chose, les poids, surtout quand vous voyez que les bailleurs, les États mettent énormément d'efforts pour avoir de l'argent pour financer les routes. Et il s'avère que ces routes-là sont malmenées aujourd'hui par les transporteurs routiers. À cause du surcharge et pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc il fallait réfléchir et trouver un cadre pour que tout le monde puisse se respecter. Maintenant, au plus profondeur, à part les poids lourds, on va vers les pillages qui causent énormément de problèmes. Je donne un petit exemple. Il y a de cela peut-être quelques années, 5 ou 6 ans si vous voulez, les péages pouvaient faire une recette annuelle de plus de 10 milliards. Ces frais permettaient évidemment aux structures en charge de l'entretien routier de pouvoir entretenir les routes. Mais vous savez que ça fait des années qu'on n'atteint même plus ce niveau. Est-ce que vous connaissez les raisons? Voilà, parce que les gens refusent de payer le péage qui coûte que 500 francs CFA. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau aussi? Parce que récemment, certains transporteurs se sont plaints du fait que les allers et retours, normalement, le ticket il coûte 500 pour 24 heures par exemple. Mais ils veulent le mettre à 1000 francs. Bon, ça c'est une décision, bon, je ne sais pas, je ne peux pas trop me prononcer sur ça, mais bien avant, je sais que ça fait partie tous de cette histoire de règlement 14. Ok? Mais peut-être que le Mali devrait prendre les devants, bien évidemment en essayant de communiquer d'abord sur les histoires des péages. On avait commencé à l'époque, quand j'étais encore au département, on avait commencé à communiquer. Je pense qu'il y avait. Parce qu'il y a encore plein de péages qu'il faut encore installer. Il y en a plein. Je vais prendre un petit exemple. Il ne faudrait pas que les gens se plaignent de ça aussi. D'autant plus que le Bamako est en train de grandir. Vous prenez un pays tout juste à côté du Mali, vous voyez qu'en plein centre-ville, il y a un péage. Peut-être pour le Sénégal par exemple. La Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, mais là-bas c'est bien respecté. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il faut aussi encore mettre un peu d'accent sur la sensibilisation pour que les gens puissent comprendre. C'est ce qui manque aujourd'hui au Mali, il faut reconnaître. Comme ils l'ont tous dit, le véritable péché, c'est surtout au niveau de la communication. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour voir que rien ne va. Les gros porteurs, ce n'est pas ailleurs, c'est juste ici à Bamako. Vous avez vu les plaques, elles sont en train de se dégrader. La dernière fois, j'ai vu vers l'échangeur, là, au niveau de la cité administrative, un camion qui s'est bloqué. On a dû dégonfler les pneus et ainsi de suite. Donc vous voyez comment. Et puis bon, vraiment, les gens ne jouent pas franc jeu par rapport à ça. Et ça, est-ce que ce sont les transporteurs simplement? Est-ce que c'est l'administration? En tout cas, le problème, il est là, il est très présent. Les péages, ils l'ont dit. Il y a des zones où on ne comprend pas. La route de Caille, par exemple, qui est très fréquentée, on a pratiquement un seul péage. La route de Ségou,
où généralement ce sont des gens qui rentrent chez eux et autres là. On a combien de pays ici? Donc il y a de ces choses que nous-mêmes, sans être experts, sans être fin connaisseurs du sujet, on sait que ça ne va pas. Donc, nous étions avec Abdoulaye Dino, coordinateur de la plateforme Mbéré, Diakité Laye Junior, communicant, et Massiré Diop, journaliste. Merci d'avoir répondu et restez connectés sur kunafoni.com.